Merci beaucoup. J'accueille à présent Monsieur Julien Segretin. Voilà, un grand plaisir de vous accueillir à nouveau, Julien, puisqu'on s'était vu il y a quelques semaines avant votre grand départ. On parle là de paddleboard avec une tentative de record du monde. Déjà, tout d'abord, rappelez-nous un petit peu en quoi consistait cette tentative de record du monde en paddleboard. Alors la tentative, Oui, réalisée par un homme sur une planche de paddleboard, donc en partant de Vintimille, au nord de l'Italie, et en tentant de faire la plus longue distance. Alors, on va le dire tout de suite, vous n'avez pas battu ce record précis, mais vos efforts n'ont pas été vains, puisque vous en avez quand même battu d'autres Voilà. qui sont en passe d'être validés par le Qui sont en comité passe Guinness. d'être, voilà, qui est en train d'être homologué auprès du Guinness. Donc le Guinness est en train d'homologuer la plus longue distance en rescue board. Donc c'est une planche de sauvetage en mer que les sauveteurs utilisent pendant des interventions. Alors, vous n'avez pas été épargné tout au long de cette aventure. Pas du tout. Ça a commencé dès le départ, dans la nuit du 3 au 4 septembre. C'est ça. Dès le départ, j'ai été emmené vers le large. Des vents m'ont soufflé petit à petit. Il était minuit, jusqu'à 1h30 du matin. J'ai été poussé jusqu'au large et je voyais de moins en moins la côte. Donc j'ai dû prendre la décision de sauter de la planche. La planche était accrochée à mon pied et de nager pendant 1h30 en crawl en plein milieu de la 1h30? nuit. Une heure et demie. Dès le début. Dès le début, j'ai été emmené au large et impossible de revenir avec les mains. Donc, sachant que j'avais une grande prise au vent, j'ai dû m'immerger et revenir en crawl. Alors, on voit les images, on n'a pas précisé. La position de rame n'est pas tout à fait naturelle. Elle n'est pas du tout naturelle. On travaille beaucoup sur les lombaires, comme on voit. Voilà, ma position est très, très voilà, insoutenable. 13 heures de rame par jour, c'est assez compliqué. Surtout que voilà, on est uniquement sur des muscles qui n'ont pas l'habitude de soutenir un poids et de travailler toute une journée, contrairement aux jambes. Voilà, c'est assez compliqué de ramer 13 heures par jour. Est-ce qu'à ce moment précis du départ, lors de cette mésaventure du départ, vous vous êtes pas dit dans quelle galère je me suis embarqué là? Je me suis dit, ouais, clairement, l'idée de dire pourquoi, mais quelle galère, ça va être comme ça pendant 7-10 jours, mais jamais l'idée d'abandon. L'abandon n'est jamais apparu dans mon esprit. Alors, on s'était vu, donc je l'ai dit en début, quand vous êtes arrivé, je vous avais rencontré avant le départ. C'est ça. Et vous m'aviez dit, l'inconnu, la grosse inconnue, c'est la météo. Et malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé. Le fait de ne pas pouvoir maîtriser les éléments, donc la météo, ça rajoute de la frustration. Alors non, justement, moi je l'ai vu plutôt comme une excitation parce que le fait d'avoir des inconnus comme celle-ci, donc la météo, est très intéressant de se dire que demain je vais me lever et 6h30 du matin, je ne sais pas ce que je vais avoir comme journée. Est-ce que ça va être super intéressant, je vais avoir du vent de dos et je vais avancer, alors que finalement non, c'était le contraire, j'avais du vent de face. Mais je trouve ça plutôt excitant. Moi, c'est ce qui m'intéresse en fait dans ces challenges, c'est explorer l'inconnu. Alors, après ce départ un petit peu compliqué, vous avez eu une grosse frayeur du côté des Saintes-Maries de la Mer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, alors en fait, du vent à 90 km/h s'est levé, c'était prévu à la radio. On avait entendu que du vent allait se lever, mais forcément, je ne pouvais pas arrêter et il fallait que je rame tous les jours. Et du vent de 90 km/h m'a en fait amené petit à petit vers une barre rocheuse jusqu'à en fait m'écraser sur cette barre rocheuse, une digue de protection. Et donc j'ai cassé donc la planche, donc le dessous de la planche s'est éventré ainsi que l'aileron. Moi, ma première idée quand je suis arrivé sur ces rochers, ça a été de protéger la planche. C'est voilà, une idée un peu matérialiste au final, hein. On se dit on protège le matériel avant nous. Et moi, à des vagues de 5 mètres, en fait, on commençait donc à m'écraser 2-3 fois sur les rochers. Et j'ai pu, en me hissant, me mettre derrière les rochers, me protéger. Et à ce moment-là, une énorme vague est passée par-dessus moi à 5 secondes près. J'ai eu beaucoup de chance parce que les vagues en fait, ont tendance à nous écraser contre les rochers et on tape régulièrement la tête. Donc j'ai eu beaucoup de chance, je me suis protégé et j'ai sorti la couverture de survie parce que je commençais à tomber en hypothermie. Est-ce que vous avez craint pour votre vie lors de ces quelques jours, notamment lors de ces événements Lors un de petit cet peu compliqués? épisode-là, j'ai craint pour ma vie sur deux moments. Voilà, mes parents sont très très inquiétés même à certains moments. Oui, clairement, je me suis dit, là, Julien, fais pas de bêtises parce que là, t'engages quand même beaucoup de choses. Est-ce qu'à un moment donné, alors vous l'avez dit, vous n'avez pas songé à abandonner, Non. mais qu'est-ce qui vous a fait tenir justement? Qu'est-ce qui vous a fait vous dire, bah voilà, j'ai commencé, je n'abandonnerai pas? L'envie de réussir, l'envie d'aller jusqu'au bout. Je suis quelqu'un, quand je me fixe un projet, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et l'idée d'abandon n'en était même pas pensable. Pour moi, c'est pas une issue de secours. Si j'abandonnais, c'était pas, voilà, je me disais non, c'était pas possible. C'était aller au bout. Du côté de Monaco aussi, il me semble que ça a été compliqué avec les gardes-côtes. Alors, c'était plus vers Bormes-les-Mimosas.
un petit peu après Monaco, les gardes-côtes m'ont interdit en fait de me poser sur la côte parce que c'était une plage privée. Il y a aussi également la résidence présidentielle du Fort Briançon. Toute cette zone-là est ultra privatisée et ils m'ont interdit excusez-moi, de me poser. Et en m'insultant et me disant, voilà, on va te mettre 15 000 € d'amende si tu te poses ici. Ah oui, quand même. Et donc je suis resté comme ça pendant de 7 h du matin jusqu'à 20 h sans pouvoir manger, dans toute cette zone-là avec beaucoup de vagues. Et mon assistance terrestre s'est forcément inquiété parce que mes batteries de ma montre GPS se sont éteintes, j'avais plus de batterie. Donc ils ont appelé les pompiers et les pompiers sont intervenus en hélicoptère juste à mon arrivée sur la plage publique. C'était une intervention pour rien, mais ils sont intervenus en hélicoptère. Est-ce que vous attendiez franchement, le plus sincèrement possible, à autant d'embûches lors de cette traversée? Je pensais que physiquement ça allait être très dur, que voilà, mon corps allait être blessé, finalement ce qui ne s'est pas fait. Mais je ne pensais pas que j'allais avoir autant d'embûches météorologiques et aussi d'avoir des embûches comme celle-ci de personnes qui m'interdisent de me poser sur le littoral. Ça, je ne pensais vraiment pas. Qu'est-ce qui a été le plus dur lors de cette navigation? Le plus dur, c'est de garder toujours ce rythme le matin, de se lever à 5 h, de se dire que je vais ramer pendant 13 h jusqu'à 22 h le soir. C'est quand même avoir un certain rythme assez soutenu. De se dire qu'on est loin de ses proches, loin de sa famille, que sa famille s'inquiète, ça c'est très dur. Le fait d'avoir sa maman au téléphone qui est très mal, ça c'est compliqué à vivre. Alors, j'imagine que malgré tout, il y a eu des belles choses. Il y a eu des très belles choses. Il y a eu des très belles choses. Malgré les difficultés. Raconte-nous un petit peu ce que vous avez gardé, ce que vous regardez de cette aventure. De très bons souvenirs, de magnifiques paysages. Clairement, je suis allé dans des endroits où principalement personne ne peut aller, à part en canoë ou en bateau. Une expérience humaine, à la fois une expérience sportive et une expérience humaine, parce que comme je vous l'ai précisé, j'avais une assistance terrestre qui m'accompagnait. Et c'est des personnes je les remercie, qui m'ont accompagné tout le long. Et grâce à eux, j'ai pu faire ce challenge et j'ai pu me rapprocher aussi d'eux. Vraiment une expérience humaine très forte. Justement, le fait d'être accompagné par une équipe logistique, alors il me semble bien qu'il y avait un préparateur physique, quelqu'un qui s'occupait de vos repas. Ça a dû rendre les moments de repos encore plus appréciables. Bien sûr. Le moment de repos, quand on arrive le soir à 21 h 30, 22 h, on l'attend avec impatience, se dire qu'on a la petite sœur qui est là, qui va nous faire un petit massage, le coach qui va nous préparer un petit repas, bon, manger des pâtes. Les petits mots de soutien qui nous disent « Allez Julien, demain tu repars, t'es à la moitié, il te reste 2 jours, etc. » Ces petits mots-là, ça nous permet de se dire que voilà, on va le faire et ça soutient. C'est un soutien moral qui est très important. Est-ce qu'on a le temps et est-ce qu'on a l'envie d'admirer un petit peu les côtes, le paysage? Alors bien sûr, même si la position, comme vous le voyez, bon là j'étais rarement sur le ventre, la position n'est pas adaptée pour voir le paysage, mais je me suis quand même accordé certains couchers de soleil ou certains moments où vraiment j'ai pu observer de magnifiques endroits. J'ai même pu rentrer dans des grottes, à des endroits un peu dans des calanques, etc. Très jolis. C'était des endroits que vous connaissiez? Pas du tout. Donc forcément, c'est encore plus sympa. C'est encore plus sympa et c'était ce qui m'intéressait, c'était aussi la découverte. Découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles horizons et c'est ça qui fait l'aventure. Alors, on devait recevoir un Miss Pays de Savoie qui n'est pas encore arrivé, donc je vais vous garder si ça vous dérange pas. Bon, il n'y a pas de souci. Alors, je ne l'ai pas dit, vous êtes à l'âge de 22 ans, vous êtes étudiant en alternance et vous êtes un homme de défi, puisqu'on le rappelle, vous avez fait plusieurs défis, notamment en course à pied. Est-ce qu'il y a déjà des idées pour d'autres challenges à l'avenir? Oui, il y a une idée. Elle est en train d'être écrite, cette idée, mais pour vous dire quelques mots sur ce prochain challenge, c'est un challenge qui va allier sport et survie. Voilà, on ne va pas rester que sur un peu comme finalement celui-ci, mais moi je pensais que celui-ci allait être plus sportif que de la survie. Mais voilà, ça va être un challenge. Je vais m'associer avec une personne qui est un designer et qui va lancer sa marque de vêtements. Et donc, on va associer nos deux compétences. Et pour le lancement de sa marque, on va faire un challenge sportif en embarquant la marque de vêtements. Un mot sur le volet caritatif de cette traversée, Bien sûr. puisque vous avez fait tout ça notamment pour Handicap International. Oui. Alors, pour Handicap International, on a une montre que j'ai embarquée. Donc, cette montre-là, comme vous voyez, c'est une montre haut de gamme qui va être lancée, la marque s'appelle Hexagonal. Et cette montre, une édition limitée a été faite. Donc, 7 montres sont produites avec mon logo et le parcours qui est gravé sur la montre.
Et cette montre, en fait, les bénéfices elle va être vendue et tous les bénéfices, excusez-moi, vont être reversés à Handicap International dans les prochaines semaines. Donc pour le moment, elle n'est pas vendue. On va organiser une vente aux enchères et on va vendre donc cette montre pour reverser tout ça à Handicap International. Vous avez eu énormément de succès sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Je vous suivais quotidiennement. Oui. Vous avez été étonné de recevoir autant de marques de sympathie d'amis et de gens que vous ne connaissiez pas forcément? J'ai été étonné. J'ai découvert des personnes aussi qui m'ont soutenu alors que je ne les connaissais pas. Grâce aussi à vous, hein, grâce aux médias, grâce à tout ça. J'ai été très surpris. Le nombre de messages que j'ai reçus, c'est juste énorme. J'ai mis une journée pour répondre à tous les messages qu'on m'a envoyés. Donc après le challenge, vraiment, c'est à la fois c'est un soutien moral qui est important, mais aussi à la fois ça met une certaine pression de se dire qu'il y a autant de personnes, qu'il y a 5, 6, 7, 10 000 personnes qui ont vu notre vidéo. On se dit oulala, mais faut pas que je me plante. Faut que j'aille au bout. Et il y avait une communication qui était maîtrisée puisque tous les soirs, on avait droit au petit débrief de la journée. On avait le droit à des petits débriefs, bon, dans la qualité qu'on avait, hein, bien sûr. On avait des lives Facebook qu'on organisait tous les soirs et on publiait aussi tous les jours 1 ou 2 photos parce que voilà, on avait j'avais un photographe qui était avec moi ainsi qu'un pilote de drone qui nous faisait des plans. Voilà. Et un after movie, en fait, une vidéo est en train d'être réalisée et qui va être publiée dans quelques jours pour vous raconter un peu l'histoire du challenge en vidéo. Si c'était à refaire, je le referai. ouais. Bien Malgré les difficultés, Bien sûr, sans il hésitation. n'y a rien qui vous a fait regretter à un moment donné, Non. cette aventure? Non, non. Si, mes parents, l'inquiétude de mes parents. C'est le seul point qui m'a. Je me suis dit, oui, il faut faire attention parce que tes parents, faut les protéger aussi. Me protéger, bien sûr, dans ce challenge-là, mais les parents, ouais, c'est la seule chose que je me suis dit, là, ils ont très peur, fais attention à eux. Cette aventure, est-ce que selon vous, elle vous servira dans votre vie future, professionnelle et plus personnelle? Bien sûr. Elle m'a apporté énormément de choses. Le fait de sortir de sa zone de confort, pour moi, c'est important. Pas seulement dans le sport, mais aussi dans le milieu professionnel, privé, etc. C'est très intéressant. Et aussi le fait d'avoir rencontré tellement de personnes, tous les partenaires, toutes les personnes qui m'ont soutenu, ça m'apporte énormément, vraiment, dans le futur. On l'a pas précisé, en plus de la position difficile, la paddleboard, c'est quelque chose que vous ne maîtrisiez pas du tout. Pas du tout. Ça aussi, ça faisait partie du défi que vous êtes lancé? Ça faisait partie du défi. Le rescue board, donc exactement, même si le paddleboard en fait a plusieurs familles à l'intérieur, donc il y a le rescue board. Je l'ai découvert il y a 1 an, tout pile, donc en septembre 2015. Oui, de l'année passée, oui, excusez-moi. Et donc j'ai découvert le rescue board et je me suis laissé 1 an d'entraînement sportif, de coaching, d'entraînement sur le lac du Bourget. Forcément, le lac du Bourget n'a pas du tout les mêmes conditions, n'a pas les mêmes vagues, n'a pas les mêmes vents, n'a pas les mêmes courants que la mer. Et je me suis donné donc 1 an, donc en me rapprochant des partenaires, de spécialistes de la mer, de personnes qui connaissent cette discipline. Il faut savoir que c'est une planche qui n'est pas du tout stable. C'est une planche Ouais, ça a l'air. qui tourne, voilà, on peut voir là, sur la photo justement, elle est très très arrondie. Pourquoi elle est arrondie? Pourquoi elle n'est pas du tout stable? En fait, sachant que c'est une planche de sauvetage, on peut voir qu'il y a des sangles noirs qui sont sur la planche. Quand une personne est en détresse, qui est une victime, le sauveteur va approcher de la personne, va retourner volontairement la planche. La personne va s'accrocher sur les sangles et mécaniquement, en fait, va retourner la planche et la personne va se retrouver, donc voilà, mécaniquement, tout simplement dessus et va pouvoir revenir après avec le sauveteur sur la berge. Merci en tout cas, Julien, d'être venu sur ce plateau pour nous raconter cette superbe aventure. Merci à vous. On voit que vous avez vraiment vécu de beaux sentiments, de belles émotions. On espère avoir de vos nouvelles très rapidement pour ce nouveau défi qu'on espère que vous réussirez. Merci. Bien sûr. Merci à toi, Sébastien.